Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce qui sera le dernier suivi menu crowdfunding de l'histoire de la chaîne, en tout cas jusqu'à une date ultérieure non définie, puisque pour l'instant, comme je vous l'ai dit il y a déjà 2-3 semaines, je vais donc arrêter le suivi du menu crowdfunding pour différentes raisons que j'ai déjà explosées à maintes reprises. Je ne vais pas donc me répéter à nouveau, mais il n'est pas dit qu'un jour, si j'ai beaucoup de temps à vendre, ce qui n'est pas garanti puisque j'ai toujours un enfant en bas âge et 3 boulots en même temps, peut-être qu'un jour sur une demande collective intense, peut-être reprendrai-je, mais en l'état, c'est pas tenable pour moi, donc j'arrête pour plusieurs raisons que je ne remettrai pas sur le tapis à nouveau. Mais on va quand même s'orienter vers un dernier suivi de crowdfunding assez riche, avec quelques éléments intéressants, quelques campagnes intéressantes qui s'apprêtent à s'achever dans les 10 jours à venir. Donc sans plus tarder, on va aller voir la première, sachant qu'au passage, il n'y a eu aucune annulation de campagne cette semaine. Du coup, première campagne de la semaine, il s'agit de What's That One, un jeu que j'avais présenté dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier. C'est un jeu de trivia, comme c'est indiqué ici, donc un de trivial poursuite, on devrait des questions avec quelques indices et vous devrez répondre aux dites questions. Donc c'est un jeu d'ambiance et de trivia très familial, mais malheureusement c'est uniquement en anglais, en tout cas durant la campagne. On verra bien si un jour ou l'autre on verra ce jeu apparaître en boutique en version francophone, mais en tout cas c'est pas prévu pour l'instant, donc ça devrait pas intéresser grand monde, d'autant plus que les trivia sont pas le format de jeu, l'acabit de jeu qui rencontre les plus grands succès en général sur les différentes plateformes de financement participatif. Vous le voyez ici, on n'a pas vraiment beaucoup de stretch goals à se mettre sous la dent, on aura juste 20 nouvelles cartes, donc 5 par catégorie présentes dans le jeu, ainsi que potentiellement encore 5 nouvelles par catégorie à nouveau, donc encore 20 nouvelles cartes si l'on atteint les 10 000 $ d'ici la fin de la campagne. Et pour l'instant, on est à 7 300, donc ça devrait être un petit peu difficile d'aller chercher les 10 000 $, mais sait-on jamais. Pour l'instant, donc 191 contributeurs, 28 heures avant la fin de la campagne, soit environ 1 ou 2 heures avant la fin de la campagne lorsque cette vidéo sera publiée sur YouTube. Donc pressez-vous si vous êtes vraiment intéressé par What's That One, ça pourrait potentiellement vous plaire, mais il reste très peu de temps. Présenté le 19 mars dernier dans le menu crowdfunding, Maladum Dungeons of Enveron a rencontré un franc succès sur Kickstarter avec près de 810 000 € d'engrangés à l'heure où je vous parle et près de 4 500 backers, ce qui est plutôt un excellent résultat à 36 heures de la fin de la campagne, soit environ une dizaine d'heures lorsque cette vidéo sera publiée sur YouTube. C'est le 8e projet de Battle Systems et on m'a fait remarquer dans les commentaires lors de sa présentation et la semaine dernière aussi dans le suivi du menu crowdfunding que c'était un éditeur qui avait déjà pondu quelques jeux assez intéressants, donc il y a quand même matière à se pencher un peu plus en avant sur Maladum lors de cette campagne, d'autant plus que vous le voyez ici, on a une version francophone disponible durant cette dernière, donc encore un point supplémentaire à mettre à son effectif. Beaucoup de stretch goals sont venus s'ajouter à ce jeu, est déjà très riche et très cher également en termes de matos, c'est quand même assez luxuriant, vous voyez, avec du très beau matos, beaucoup de miniatures, beaucoup d'éléments de terrain, donc les portes, les murs, etc., qui seront tous très bien mis en place dans ce jeu avec des composants vraiment très fournis, on va dire. Et vous allez voir avec ici tous les petits cadenas que l'on voit ici, qui seront résumés plus bas dans les stretch goals, il y a beaucoup de matériel et beaucoup de contenu qui a été ajouté depuis le début de la campagne via des stretch goals qui apparaissent en toute fin de campagne. Les voici, voilà ici. Beaucoup de stretch goals, on va pas passer sur chacun des stretch goals en détail, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il y a déjà plusieurs personnages jouables qui sont venus s'ajouter dans le jeu, comme ici Arya par exemple, ou encore juste en dessous Handley, Dwella Garden par exemple, donc de nouveaux personnages, il y en aura d'autres encore. On a aussi d'autres éléments de terrain, tels que ici la cage de la prison par exemple, donc ça aussi ça rapporte un peu plus d'immersion, tous ces ajouts d'éléments de décor on va dire. On en voit encore ici avec de nouveaux murs pour composer dans différents donjons. On a aussi des équipements qui sont venus s'ajouter à ceux déjà présents dans le jeu. Une armory, j'ai envie de dire ça va être une connerie en français, pas armoirie. Je crois pas que ce soit ça, j'ai perdu le mot. Ça c'est le syndrome Jean-Claude Van Damme couplé au fait que je vois de l'anglais tout le temps quand je traite le menu crowdfunding et le suivi, qui fait que du coup je me mélange les pinceaux, je ne sais plus parler français, c'est affreux, atroce. Quoi qu'il en soit, ensuite Split Tail Rats, donc on aura aussi des bestioles, quoi, en gros des monstres qui viendront s'incorporer au jeu alors qu'ils n'étaient pas présents dans le début de la campagne, on va dire. On aura de nouvelles classes ainsi que de nouvelles compétences qui viendront se débloquer également. Ici on voit encore un nouvel personnage avec Kriga par exemple. Bref, vous le voyez, beaucoup de matière, des monstres,
des personnages, de nouvelles cartes, de nouveaux éléments de décor, de nouvelles quêtes complémentaires, de nouvelles quêtes annexes, on va dire. Donc beaucoup de matière. On pourrait même penser ici à une sorte de simili Harry Potter d'ailleurs, enfin visuellement hein, seulement. Je sais pas très bien ce dont il s'agit en termes de personnages dans le jeu. Est-ce que c'est un magicien ou quoi que ce soit? Human Primarist, j'arrive pas du tout à le dire du coup. Primarist, je sais pas comment traduire ça en français du coup. Ensuite, on va continuer, parce qu'il y a des trucs un peu plus intéressants que ce que j'ai déjà mentionné. War Room, donc une pièce de plan de guerre, on va dire, qui entre dans le jeu également. Et pour le reste, c'est quand même essentiellement éléments de décor, personnages, monstres, éléments de décor, personnages, monstres, de temps en temps aussi de nouvelles quêtes ou de nouvelles compétences, etc. Assez classe celui-ci, le Skin Shifter, donc une sorte de métamorphe, j'imagine. Voilà, un jeu très riche qui vient s'enrichir de beaucoup de nouveautés. On a aussi ici le Maladum Dry White Pen, donc un stylo effaçable qui viendra s'ajouter aussi pour peut-être prendre des notes sur vos différentes évolutions de partie, on va dire. Ensuite, y a-t-il des choses qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire? J'ai pas l'impression, non. Et d'ailleurs pour le reste, vous voyez que le Alcove Wall et le Character Creation Rules pour créer vos propres personnages sont encore bloqués, mais devraient pouvoir être débloqués d'ici la fin de la campagne si on atteint jusqu'à 715 000 livres. Sachant que ce dernier stretch goal peut être assez intéressant de pouvoir créer ses propres personnages apparemment dans le jeu. Certainement à partir d'archétypes déjà présents, mais bon, ça peut être assez intéressant sur le papier malgré tout. Voilà donc pour Maladum Dungeons of Enveron. Je crois que plusieurs personnes dans les commentaires m'ont dit qu'ils l'avaient backé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler à nouveau pour nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à ce choix. Et vous faites désormais partie des 4450 contributeurs derrière ce projet. Combien de Français d'ailleurs sur le projet actuellement? 317 quand même. C'est quand même pas mal, mais en même temps il y a une VF, ça se comprend aussi. Mais attention, ça coûte assez cher, je le rappelle. Voilà donc pour ce qui est de Maladum Dungeons of Enveron. Présenté dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier, Sentinels of the Multiverse avec une nouvelle extension intitulée Desperation, malheureusement pas disponible en version francophone, aborde les dernières heures de sa campagne, 46 heures au moment où je m'enregistre, mais déjà un gros succès, 4676 backers à l'heure où je vous parle, avec près de 400 000 $ d'engrangés, c'est encore un très beau succès pour Greater Than Games, pour cette nouvelle et deuxième, je crois, extension de Sentinels of the Multiverse, qui vraiment présente un jeu de super-héros sans grosse licence à la Marvel ou DC Comics par exemple, mais qui marche quand même très bien et qui jouit aussi d'une assez bonne réputation, en tout cas outre-Atlantique, puisque en Europe il n'est pas très connu en réalité, mais ça s'explique aussi par l'absence de version espagnole, allemande, francophone par exemple. En tout cas, il n'y a pas de version francophone dans la campagne, ça vous pourrez en être sûr. Pas de stretch goals durant la campagne, donc ça me permettra de passer assez rapidement à la prochaine. À vous de voir si vous pouvez dépasser la potentielle barrière de la langue pour vous intéresser à Sentinels of the Multiverse Desperation, d'autant plus que vous pouvez mettre aussi la main sur le jeu de base durant la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, Transpersonnage, le jeu adapté de la bande dessinée du même nom, même si la campagne est exclusivement en français, même si c'est sur Kickstarter qui est généralement plutôt orienté vers un public anglophone, et pourtant vous le voyez, très beau résultat, 823 contributeurs, alors très beau résultat, toute proportion gardée, on est loin des 4000, 5000, 6000 contributeurs que l'on voit parfois, mais sur Kickstarter, principalement orienté vers le public anglophone, faire 823 contributeurs pour un jeu uniquement en version française et présenté uniquement en français durant la campagne, c'est quand même un beau résultat. À 54 heures de la fin de la campagne, 65 000 € ont déjà été engrangés pour ce jeu adapté de la BD culte, avec donc différentes factions que vous pourrez intégrer, enfin que vous ne pourrez pas intégrer, mais que vous pourrez incarner, pardon, les différents passagers, donc la troisième classe, la seconde classe, les riches, les pauvres, bref, la lutte des classes, mais dans ce train de la dernière chance pour l'humanité, dans ce monde post-apocalyptique revêtu d'un manteau de neige et de glace, et donc le seul moyen de survivre, c'est de poursuivre le cheminement de ce train qui voyage à l'infini vers l'avant. Je vous recommande encore une fois la série plutôt que le film sur Netflix qui n'était pas très bon, mais la série était assez bonne, elle n'est pas encore finie d'ailleurs, elle en est à sa 3e saison si mes souvenirs sont bons, mais c'était assez sympa d'ailleurs. Ensuite, les stretch goals. Le jeu est financé, plateau, classe en double couche. Donc pour chacune des classes et donc pour chacun des joueurs autour de la table, vous aurez donc un plateau en double épaisseur, ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y a de nouvelles cartes de dilemme qui sont venues intégrer le jeu. On a aussi un plateau central plus épais qu'à l'origine, mais vous allez voir qu'il a encore été upgradé par la suite. Nouvelle carte de dilemme à nouveau, vernis sélectif sur le dos des cartes joueurs, ça c'est plutôt très classe, un petit élément de décor, de deluxification du matériel on va dire. Ensuite, nouvelle carte de dilemme encore une fois, on en a déjà je crois 7 ou 8 de plus. 10 marqueurs
d'influence et rébellion en bois qui vont encore être augmentés par la suite eux aussi. Des sleeves custom pour les cartes de joueurs, donc des protège-cartes pour les cartes de votre faction, quoi en gros. Les 20 marqueurs wagons en bois extrudé, je connaissais pas ce mot-là. Marqueur influence et rébellion en bois deluxe, donc vraiment encore une fois amélioré en bois extrudé comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ces jetons ici ont été encore améliorés. Ensuite le plateau central en double couche, ça c'est une grosse amélioration aussi, parce que dès qu'il y a des éléments à ajouter sur un plateau, c'est encore mieux s'ils peuvent tenir debout, même s'il y a un petit choc, un petit glissement, quoi que ce soit. Le double épaisseur, c'est génial pour ça. Et pour finir, le tout dernier stretch goals à 75 000 € qui n'a pas encore été atteint, tout comme celui à 60 000 qui n'est pas encore atteint non plus pour l'instant, hein, mais ça devrait pouvoir se faire. À 75 000, si jamais on les atteint, un palier pour 2 surprises, le tome 1 de la BD en édition unique offert, donc ça c'est plutôt quand même très classe, c'est une BD extrêmement populaire, donc si vous pouvez avoir en plus une édition limitée à la campagne, c'est quand même assez classos. Et puis également les jetons ressources en bois extrudés eux aussi, donc ça rajoute un petit peu plus de deluxification aussi au jeu. Voilà pour ce qui est de Transpersonnage, projet super enthousiasmant. Je n'ai aucune idée de la qualité intrinsèque du gameplay, en revanche, bien évidemment, hein, ne l'ayant pas testé moi-même, mais il y a plusieurs vidéos, bien sûr, en français qui vous présenteront ça en plus de détails que je ne saurais le faire avec mon absence totale de, de connaissance du jeu en termes de gameplay véritable, mais vous avez des vidéos comme celle de Nyx par exemple, il me semble aussi qu'il y avait le renard ludique qui en avait fait une également. Je vais essayer de retrouver ça. Alors, donc on avait Rose Noire, ben ça c'est l'éditeur. On avait donc Lisfy, on avait Nyx, on avait également un Indécent podcast. Léo Plateau, oui bien sûr, c'est vrai, nos amis suisses qui en avaient fait aussi une vidéo également. Maxildan qui en a fait une vidéo aussi, donc assez connu pour le coup. Dans l'antre du lutin, ensuite The Furious Cucumber. Oh, j'adore ce nom de chaîne, est absolument génial. Le concombre furieux, c'est fou ça. Et puis finalement, On Joue Tu également, donc il n'y avait pas le renard ludique comme je pensais. Mais bon, vous avez tout un tas de vidéos pour vous faire votre propre avis sur le transpersonnage qui se terminera donc dans 54 heures au moment où je vous parle. Atteindront-ils les 1000 contributeurs ? Comme c'est essentiellement basé sur de la zone francophone, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais sait-on jamais, c'est peut-être atteignable. Également présenté le 19 mars dernier dans le menu crowdfunding, l'extension, enfin les deux extensions d'ailleurs de Townsfolk Tussle, Foul Neighbors et Hot Jobs, donc deux nouvelles extensions plus une réimpression du jeu de base pour Townsfolk Tussle qui malheureusement n'a toujours pas de version française disponible, francophone disponible. Attention ceci dit, même si les retours dans la zone anglophone sur BGG sont plutôt très bons, les quelques légers retours que j'ai pu en avoir de la communauté francophone on va dire, sont un petit peu plus mitigés. Mitigé d'ailleurs c'est un mot qui revenait souvent dans les commentaires en disant que la chance au dé justement n'était pas très mitigeable, n'était pas très contrôlable, et ce qui était un petit peu dommage, ça faisait un gameplay un peu trop simpliste et un petit peu trop sujet au hasard, à la chance. Pour le coup, je ne saurais pas vous en parler parce que je n'ai pas testé le jeu, même si Xavier l'a, on n'a pas encore l'occasion de le tester ensemble, donc je le verrai certainement prochainement, mais ce sera trop tard, la campagne sera déjà terminée. Quoi qu'il en soit, je pensais que peut-être le jeu pourrait atteindre le 1 000 000 € d'ici la fin de la campagne, ce ne sera vraisemblablement pas le cas, parce qu'ils sont actuellement à 800 000 € d'engrangés à 62 heures de la fin de la campagne. Je pense pas que ça suffira à aller le chercher, mais ça devrait certainement aller chercher les 900, 950 000, et certainement aux alentours de 8000 contributeurs, ce qui est quand même un excellent résultat pour Townsfolk Tussle, qui je pense doit être majoritairement, enfin très majoritairement, aux États-Unis. Ouais, 3800 quand même aux États-Unis. Oh, remarque, je pensais que ce serait plus aux États-Unis que ça. Combien en France, juste par curiosité? 113. 113 contributeurs en France malgré tout, quelques-uns en Canada mais ils sont pas forcément francophones pour autant, il y en a plus en Italie et en Espagne qu'en France, ça me surprend un tout petit peu, l'Allemagne c'est toujours au-dessus de toute façon, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc pour ce qui est de Townsfolk Tussle et de ces deux nouvelles extensions, il y a aussi beaucoup d'ajouts en termes de stretch goals, ils arrivent ici. Alors on va partir du bas parce qu'en fait les premiers stretch goals sont en bas et les plus hauts en fait, ceux qui ne sont pas encore débloqués sont en haut. Donc on aura beaucoup de nouvelles cartes avec de nouveaux événements, de nouveaux items, on aura aussi un petit peu d'éléments de deluxification comme ici le Spot UV Printing, donc l'impression avec cet effet de relief un peu en surbrillance pour le logo du jeu j'imagine. Ensuite de nouvelles cartes encore, de nouveaux personnages aussi, qu'est-ce qu'on a encore? On aura une boîte illustrée pour les deux extensions, donc Hot Jobs et Foul Neighbors, alors qu'à l'origine il n'y avait pas de, comment dirais-je, d'artwork sur l'intérieur de la boîte, ce sera désormais le cas. Nouveaux personnages encore, on aura une map update, donc la carte du monde de Townsfolk Tussle sera upgradée, enfin sera, ils ont mise à jour avec différentes régions que l'on pourra certainement aller découvrir dans le jeu.
Ensuite, de nouveaux events, encore une fois, donc nouveaux événements qui viendront intervenir en cours de jeu. On aura aussi de nouvelles cartes d'action avec des illustrations un petit peu différentes. On aura aussi une nouvelle miniature du sandwich Tartar Bait Witch Mini. Allez savoir à quoi elle sert, mais en tout cas, il sera dans l'extension Foul Neighbors pour le coup. On aura aussi des stickers améliorés. À quoi ça sert, je sais pas très bien. On aura aussi un mur des trophées. Alors, je sais pas très bien à quoi ça correspondra, mais apparemment, il y aura aussi un petit feuillet de stickers pour l'extension Foul Neighbors. J'imagine que ce seront des trophées que vous pourrez être amené à collecter durant la partie. On aura aussi un pins supplémentaire en add-on pour ceux qui intégreront le jeu en tant que personnage shérif. Vous pourrez l'accrocher sur votre vêtement, ça pourrait être assez sympatoche, mais c'est pas encore débloqué pour l'instant, tout comme ce dernier Stretch Goals ici, la Mysterious Calling Card, qui n'a pas encore été débloqué non plus, mais ça devrait pouvoir se faire d'ici quelques jours, j'imagine. Et il y avait aussi des Daily Reveals qui étaient ici, donc pas des Stretch Goals, mais juste des révélations au jour le jour, avec de nouvelles cartes, essentiellement de nouvelles cartes d'ailleurs, même s'il y avait aussi de nouveaux adversaires, de nouveaux ruffians comme ils appellent ça, dans le jeu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Townsfolk Tussle. Pour le reste, je vous renvoie au menu crowdfunding du 19 mars d'année, dans lequel je l'avais présenté. Courte campagne pour Dreams of Yesterday sur BackerKit, présenté le 26 mars dernier dans le menu crowdfunding, un petit jeu de set collection dans lequel vous allez incarner, j'arrive pas de dire intégrer alors c'est incarner à chaque fois, incarner des conservateurs de musée. C'est pour 1 à 3 joueurs, pour 8 ans et plus, donc relativement familial, pour 30 minutes et plus la partie, donc relativement accessible, relativement facile à prendre en main et plutôt familial, pour un jeu qui a un tout petit format, ça se voit pas comme ça sur l'illustration, mais en fait c'est un tout petit jeu, assez minuscule, enfin genre quasiment un jeu de cartes de 52 cartes classique quoi en gros. Pour l'instant, With Giraffe Games a réussi à attirer 300 backers sur ce projet avec 7000 $ d'engrangés, ce qui n'est pas un gros succès très honnêtement, mais bon, il a trouvé son public malgré tout. Il reste 64 heures avant la fin de la campagne, ce qui devrait être suffisant pour aller chercher certainement les 400 backers environ d'ici la fin de la campagne. C'est un jeu avec des illustrations assez charmantes par Beth Sobel, l'illustratrice entre autres de Wingspan par exemple, mais au-delà de ça, je trouve pas qu'il est fantastique visuellement parlant. C'est vrai que les illustrations, elles, sont plutôt jolies, mais ça vend pas non plus du rêve, soyons honnêtes, même si c'est bien illustré, c'est quand même très sobre, peut-être même un peu trop sobre. Mais ce qui est intéressant ceci dit, c'est que malgré l'absence de version francophone, c'est uniquement basé sur l'iconographie, donc si vous vous en sortez avec les règles et que vous pouvez expliquer ça aux autres en français, ça devrait être assez facile d'y jouer, même avec des enfants ne parlant pas anglais. Voilà pour ce qui est de Dreams of Yesterday, les rêves d'hier, c'est poétique tout ça. Présenté le 12 mars dernier dans le menu crowdfunding, Mandala Mind, un petit jeu coopératif, jouable en solo ou à deux, uniquement à deux. Il n'a pas attiré grand monde, 76 contributeurs, c'est très léger à 3 jours de la fin de la campagne, mais c'est financé. 1645 € sur 550 nécessaires, on est donc financé pour ce petit jeu qui reprend donc ces fameuses illustrations de Mandala, assez jolies, ça présente plutôt bien sur la table, mais bon, après à vous de voir si c'est un jeu qui peut vous tenter, c'est un tout petit jeu qui paye pas de mine, mais bon, si vous êtes amateur de jeux coopératifs et que vous jouez principalement à deux, par exemple, ça peut être assez sympatoche malgré tout. Voilà, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Je ne crois pas qu'il y avait de stretch goals durant la campagne, a priori non. Donc on va pouvoir passer directement à la prochaine. Voilà pour Mandala Mind, 76 contributeurs seulement atteindront-ils les 100? C'est pas dit, mais ça peut se faire. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 2 avril dernier, donc DEI, Divide et Impera en latin, avec extension plus réimpression du jeu de base. 1136 backers se sont rameutés sur le projet sur GameFound, avec pour l'instant 155 000 € d'engrangés, 3 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu qui vraiment jouit d'une très belle réputation depuis son arrivée au backer, parce qu'à l'origine c'est un jeu qui avait déjà fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter à l'époque, avant de faire le déménagement sur GameFound pour cette extension, enfin ces extensions. C'est pour 2 à 4 joueurs, mais me semble-t-il, il y a aussi un mode solo, si je ne me trompe pas, à vérifier, pour des parties relativement courtes, environ 75 minutes, donc 1h30, un peu moins d'1h30 même, 14 ans et plus, et donc c'est du jeu de contrôle de territoire, asymétrique pour les factions que vous pourrez représenter, avec une grosse modularité de début de partie, parce que les emplacements, le plateau sera radicalement différent d'une partie à une autre, ce qui propose du coup en cela une très forte rejouabilité, une très forte modularité, et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans les jeux, cette façon de pouvoir proposer des expériences radicalement différentes, dans un univers de base et une nomenclature de règles identiques bien évidemment, mais radicalement différentes quand même à chaque fois.
C'est pour l'instant un jeu qui a une belle note aussi sur BGG avec 7.8, donc pour le jeu de base en tout cas, donc là encore une fois très très bonne moyenne, même si c'est toujours à prendre avec des pincettes, les notations BGG, les moyennes BGG, c'est toujours des éléments à prendre avec des pincettes, on pourra en débattre une fois prochaine éventuellement, dans un autour du jeu chez Nyx par exemple, pourquoi pas. D'ailleurs en parlant de Nyx, il en a fait bien sûr une vidéo en français pour ceux que ça intéresse, avec un guide de toutes les nouveautés de la campagne, pour vous présenter un petit peu le jeu, les nouveautés, ce que vous devriez prendre si vous avez des jeux de base, ou si vous n'avez rien pour l'instant, etc., etc. Donc un jeu qui vous propose une expérience de contrôle de territoire super intéressante, super rejouable, avec pas mal d'asymétrie également, et qui a l'air d'être vraiment très 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 sympatoche. Un jeu que j'apprécierais beaucoup de tester un jour peut-être. Il y a aussi apparemment Ludovox qui en a fait une vidéo, certainement en français j'imagine. Y avait-il des stretch goals à se mettre sous la dent? Apparemment non, je ne vois pas de mention de stretch goals ici. Ça me permettra de passer directement au prochain projet, mais en tout cas vous prenez le temps de consulter la page de la campagne sur GameFound, parce que DEI c'est vraiment un jeu sur lequel il va falloir compter, je pense, dans les années à venir en termes de contrôle de territoire et de factions asymétriques, etc. Ça a l'air de se placer assez haut. Voilà donc pour ce qui est de DEI, 1136 backers, c'est quand même assez léger au demeurant, 3 jours avant la fin de la campagne, et quand même 155 000 € d'engrangés. Plus anecdotique, Sydney's Quest, présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, le tout premier projet de 5 O'Clock Games. Ils sont qu'actifs que à 5 heures, c'est tout. Et ils ont réussi à engranger 104 backers, ce qui est quand même assez loin du seuil de financement, puisque pour l'instant ils sont à 6 521 € sur 15 000, presque même 16 000 € de seuil de financement, donc on n'est même pas à la moitié, et il reste 5 jours avant la fin de la campagne. Autant dire que ça sent le méchoui pour le petit mouton qui se trouve ici. Ça risque d'être un petit peu ric-rac, à mon avis, il va pas bien se terminer ce projet-là. En tout cas pour cette fois, j'imagine qu'ils pourront revenir sur Kickstarter plus tard, après avoir retravaillé le jeu et éventuellement la communication qui va avec. Mais en l'état, ce jeu qui se cache bien aussi, on a l'impression d'un jeu très très familial, mais c'est un jeu qui dure quand même 90 minutes la partie, pour 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus. A vous de voir si ça pourrait vous tenter. La proposition n'était pas inintéressante sur le principe. Pour ceux qui s'intéressent, je vous renvoie à nouveau vers le menu crowdfunding dans lequel j'avais présenté le jeu, c'est-à-dire le 19, c'est ça? Ouais, le 19 mars dernier, pour en avoir le cœur net. Mais en l'état, ça devrait être un petit peu difficile de financer. C'était l'un des 2 gros projets du menu crowdfunding du 26 mars dernier en compagnie de Galactic Renaissance, dont on va reparler dans quelques minutes. Let's Go to Japan, le nouveau projet de Alderac, donc AEG, qui malheureusement n'a pas de version francophone pour l'instant, mais vu qu'il s'agit d'une thématique très porteuse ces dernières années, ça devrait pouvoir trouver son chemin vers les boutiques en version francophone d'ici quelques mois ou années à mon avis. Let's Go to Japan a déjà engrangé près de 7500 backers au moment où je vous parle et 440 000 € d'engrangés, donc c'est largement financé à 6 jours de la fin de la campagne. Pour rappel, c'est toujours disponible en 2 versions, l'édition standard que vous trouverez certainement en boutique par la suite à 39 $, donc vraiment très peu cher, et puis une version intitulée Matsuri, donc festival, pour 69 $, qui est une version deluxifiée qui vous permet également de jouer jusqu'à 5 joueurs et non 4 joueurs comme c'est le cas dans le jeu de base. Il y aura aussi pas mal de petites améliorations de matériel grâce à la version deluxe. Ensuite, pour ce qui est des stretch goals, il y en a quelques-uns. On va les voir assez rapidement. Alors ça c'est un bonus goal qui est un petit peu différent, il n'est pas encore atteint de toute façon, mais pour les stretch goals c'est ici que ça se passe. D'abord le projet est financé et ensuite on va avoir une myriade de nouvelles cartes d'activités faisables à Tokyo comme à Kyoto, car oui, c'est aussi le point faible majeur selon moi du jeu, c'est qu'on vous propose de planifier et de partir faire votre premier voyage au Japon, mais vous êtes limité à Tokyo et à Kyoto. Ça peut se comprendre en termes certainement de gameplay, parce qu'il y a certainement des décisions à faire. Il aurait été peut-être un peu complexe de faire 5, 6, 7 villes par exemple, mais c'est vrai que bon, thématiquement, avoir seulement Kyoto et Tokyo, bon... D'autant que Tokyo, en réalité, est-ce que c'est si intéressant? Bon, je suis vendu, je vous l'annonce direct, mais comme beaucoup de gens, en règle générale, c'est comme en France, quand on n'habite pas à Paris, on n'aime pas Paris. Quand on est au Japon et qu'on n'habite pas à Tokyo, on n'aime pas trop Tokyo. Je suis pas fan de Tokyo, et de toute façon, comme je suis un mec de la campagne à l'origine, une ville ou une agglomération qui comporte 20 millions d'habitants, pour moi, c'est crevant. Kyoto, par contre, c'est beaucoup plus sympa. Je préfère vivre à Osaka, parce que l'ambiance y est plus sympatoche quand on vit vraiment ici, alors que Kyoto, c'est un petit peu plus
froid, disons. Mais Kyoto, c'est très très beau en termes de paysages et de quartiers très typiques. C'est une des rares villes qui a su garder vraiment une atmosphère très typique à la japonaise. Donc ça mérite vraiment le coup. Notamment ici, on vous parle de Higashiyama District, avec la pagode de Yasaka. C'est vraiment un quartier super sympa, super tradi. C'est très très touristique, certes, mais si vous réussissez à trouver un moment dans l'année où il n'y a pas trop de touristes, du coup, pendant le Covid, pour ça, c'était génial. C'est vraiment un quartier où il faut aller. Ensuite, donc le kabuki, une classe de ikebana par exemple, etc. Donc pas mal de nouvelles activités ou de nouveaux trucs à aller manger par exemple à Kyoto comme à Tokyo. Et puis il y aura aussi de nouveaux artworks sur certaines cartes pour aller varier un petit peu l'apparence de ces dernières. Voilà donc pour ce qui est de Let's Go to Japan, qui à 6 jours de la fin de la campagne est déjà à 7500 contributeurs, donc on devrait, j'imagine, aller chercher les 10 000 d'ici la fin de la campagne, avec presque pour l'instant 450 000 euros, donc je pense qu'on ira certainement chercher les 600, 650 000, donc très 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 beau résultat pour AEG avec Let's Go to Japan, que je ne backerai pas malgré tout, parce que c'est un jeu qui m'intéresse fondamentalement, parce que c'est le Japon quand même, ça fait vibrer un petit peu la corde sensible, mais bon, Tokyo, Kyoto, c'est un petit peu trop limité selon moi, mais au demeurant, le jeu a l'air assez sympatoche. Mais on le retrouvera en boutique de toute façon un jour ou l'autre. Présenté dans le menu crowdfunding du 26 mars dernier, Unmatched Adventures Tales to Amaze, la nouvelle mouture de l'univers Unmatched, cette fois-ci en coop, qui plus est, avec 4 nouveaux héros que vous apercevez ici, parmi lesquels Nikola Tesla par exemple. Donc nouvelle aventure, mais cette fois-ci en coopération, bien que les 4 personnages que vous pourrez contrôler dans ce nouveau jeu seront aussi intégrables à l'univers étendu de Unmatched, donc vous pourrez aussi les utiliser en versus, quoi, en joueur face à un autre joueur, en confrontation directe avec vos camarades autour de la table. Donc vraiment un gros ajout assez intéressant, d'autant plus que je crois aussi que vous pourrez utiliser les autres personnages précédemment sortis dans la version coop également. Donc ça aussi c'est vraiment un ajout assez intéressant pour ce qui est de Unmatched. Ceci dit, petit rappel également, ce que vous pourrez trouver, je crois, un peu plus bas ici. Je le rappelle pour ceux qui l'auraient raté. This campaign is only open to backers with shipping addresses in the United States or Canada. Autrement dit, à moins que vous ne soyez canadien mais francophone, pour le reste, c'est râpé. À moins que vous ne soyez français mais viviez aux États-Unis par exemple, mais en gros, pour les Européens, vous pouvez la mettre derrière l'oreille, rouler, c'est pareil. On ne le retrouvera pas Unmatched en France ou en Belgique par exemple, avant quelques temps j'imagine. Il y aura vraisemblablement une VF, on le voit d'ailleurs un petit peu en dessous ici, Yellow. Ils ont un partenariat direct avec Yellow qui s'occupera de la version française, mais pas durant la campagne. Donc on le retrouvera dans les boutiques en VF incessamment sous peu, simplement il y aura quelques petites exclusivités qui ne seront pas disponibles durant la sortie boutique, alors qu'elles sont ici présentes, comme ici je crois les miniatures que vous voyez ici pour les sous-fifres des différents boss que vous pourrez affronter dans la version coop par exemple, qui seront certainement remplacés par des marqueurs de carton par exemple, j'imagine, dans la version finale en boutique. Ce qui est un petit peu dommage, du coup pourquoi se limiter à une campagne exclusivement réservée au public nord-américain ? La question se pose, j'ai pas la réponse. Voilà pour Unmatched Adventures qui malgré tout fait un très beau résultat avec 6800 contributeurs pour l'instant, 345 000 euros d'engrangés à 6 jours de la fin de la campagne. On va certainement s'orienter vers les 8000, 9000 contributeurs je pense, sans l'Europe. Présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, One Card Dungeon avec la nouvelle extension MacGuffin Returns, MacGuffin Returns, peut-être un jeu de mots en anglais, qui pour l'instant se porte pas trop mal sans faire un résultat grandiloquent. On est à 400 contributeurs, 2600 euros d'engrangés pour un print and play à 3 euros, 6 jours avant la fin de la campagne. C'est le nouveau projet de Little Rocket Games, un éditeur italien, donc qui avait déjà fait l'objet d'une campagne, un One Card Dungeon, qui avait été à l'époque localisé en français par Matago, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on l'avait déjà répondu par la positive lors du dernier suivi menu crowdfunding, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, vous pourrez l'enrichir de cette nouvelle extension MacGuffin Returns, avec de nouveaux personnages notamment. C'est un petit jeu de donjon de crawler avec un look très old school, années 80-90. À vous de voir si ça peut vous satisfaire. C'était pour un joueur, donc c'était du solo, exclusivement du solo, pour 10 ans et plus, pour des parties qui vont osciller entre 15 et 60 minutes en fonction de votre évolution de partie ou de votre mort prématurée.
J'avais effleuré le sujet tout à l'heure quand je parlais de Let's Go to Japan, mais le 26 mars dernier dans le menu crowdfunding, c'était également le jour de la sortie de Galactic Renaissance sur Kickstarter, donc le nouveau projet de Matago, son 3e sur Kickstarter, par le créateur de Inish, messieurs dames, tout de même, hein, donc une pointure dans le domaine, dans la catégorie des jeux de contrôle de territoire, donc vraiment plusieurs raisons de se pencher sur le sujet. Matago, Inish, donc vraiment très intéressant, et bien évidemment qui dit Matago dit aussi version francophone d'entrée de jeu. Par contre, vous le voyez, hein, le résultat est assez modeste pour un jeu édité par Matago, mais ça s'explique aussi par la simple raison que Matago, c'est principalement un éditeur de jeux en boutique, et on sait très bien que Galactic Renaissance atteindra un jour les boutiques, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Y a-t-il suffisamment d'intérêt, d'attrait pour se joindre aux 1400 backers approximativement de la campagne actuellement? On verra ça dans les Stratos notamment, mais il reste encore 7 jours avant de pouvoir prendre une décision et 111 000 € ont déjà été engrangés pour le projet qui est donc largement financé. Pour rappel, c'est donc pour 14 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, 75 minutes, donc c'est relativement court en vérité, et c'est assez intéressant puisque vous le voyez ici, en boutique, théoriquement, prenez ça avec toutes les pincettes du monde, ça fait beaucoup de pincettes, 75 € au lieu de 133 en boutique. Est-ce que Galactic Renaissance sortira vraiment en boutique à 130 €? Ça me semble être un petit peu cher. Certes, il y a des miniatures, certes, les plateaux sont assez customisés, on voit rarement des plateaux avec cette forme-là, avec des demi-cercles pouvant incorporer de nouvelles tuiles de planètes, etc. Donc je ne doute pas que c'est un jeu très très bien produit, et puis c'est Matago, mais quand même, ça me semble être un petit peu cher, je ne sais pas s'il atteindra vraiment les 130 € en boutique. Mais bon, on verra bien ce qu'il en sera le moment venu. Et pour ce qui est donc des intérêts principaux de la campagne Kickstarter plutôt que d'attendre le jeu en boutique, c'était aussi justement ces petits direct exclusifs Game Up, donc les Free Game Up, donc, qui sont des ajouts gratuits durant la campagne qui, j'imagine, verront le jour aussi en boutique, mais certainement sous un format payant peut-être, puisqu'on ne voit pas ici de macaron quelconque mentionnant le caractère exclusif de ces petits ajouts, avec par exemple ici le Astute Diplomat, ou encore, qu'est-ce qu'on avait ici, le Warmonger, le Microportal Expert, le Cosmic Rabbit, etc. etc. Donc plein de petits ajouts qui vont venir intégrer le jeu dans le pledge Kickstarter. Est-ce qu'ils seront disponibles par la suite en boutique? J'imagine que oui, mais peut-être moyennant finance, ou alors peut-être qu'ils sont complètement exclusifs à cette campagne. On voit quand même un petit ici Direct Exclusive. Est-ce que le Direct ici, c'est une mention pour vous dire que c'est exclusif uniquement pour les personnes qui backeront durant la campagne? Auquel cas c'est pas forcément extrêmement clair comme ça de prime abord, mais on verra bien. Donc on aura pas mal de nouvelles cartes, de nouveaux diplomates que vous pourrez ajouter à votre main lors du jeu. Et puis on a aussi certaines planètes supplémentaires, d'ailleurs on en voit déjà ici hein, avec Furtenamon je crois. Bref, on aura plusieurs nouvelles planètes, on aura aussi des sacs pour chacune des factions pour aller loger les ressources. Ensuite on aura aussi des petites upgrades pour la première impression du jeu, telles que peut-être le UV Spot sur certains éléments. C'est pas écrit directement UV Spot, mais je crois que c'est ça, l'effet de surbrillance sur certains éléments de la boîte ou même de certains plateaux également. On aura aussi des petits disques que l'on voit ici, mais je ne sais pas encore à quoi ils correspondent. J'imagine que vous trouverez plus de détails dans les actualités quotidiennes de la campagne. Et puis aussi, ici on voit Surprise, et je sais pas à quoi ça correspond également. Il y aura des aides de jeu, il y aura certainement d'autres planètes peut-être. Je ne sais pas pour l'instant, je ne suis pas en état de vous le confirmer. Et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, je crois. Ah non, excusez-moi, c'est marqué ici en fait. Ouais, toutes les upgrades sont en fait écrites ici. Hein. Donc tout ce qui est nouveau diplomate à ajouter à votre main, tout ce qui est nouvelle planète, etc. Et puis donc les first print upgrade, donc il y aura bien du UV sur la boîte, donc le fait de reflet un peu en surbrillance. On aura aussi un artwork, donc une illustration à l'intérieur de la boîte, donc ça c'est plutôt cool aussi. On aura un plateau du Sénat aussi qui n'était pas présent à l'origine, je sais pas. Et puis aussi Permanent Upgrade, donc ce sera une upgrade qui sera disponible pour tout le monde, y compris en boutique, avec donc notamment des aides de jeu, et puis donc ces petits plastic rings qu'on a vu tout à l'heure, donc ici des petits anneaux de plastique, j'imagine pour aller ajouter, oui c'est ça pour les scores, hein, pour noter votre score, donc voilà, des petits ajouts par-ci par-là, et effectivement ceux-là seront uniquement, enfin justement pas du tout uniquement, mais pour tout le monde, y compris en boutique. Par contre, ceux du First Print Upgrade ici seront vraisemblablement uniquement pour la campagne, ou en tout cas pour la première édition, la première impression du jeu. Voilà, ensuite vous avez le détail de chacun des ajouts qui sont présentés individuellement ici dans la suite de la campagne, mais je vais pas passer trop de temps dessus.
Voilà donc pour ce qui est de Galactic Renaissance, et n'oubliez pas également que comme Matago l'avait déjà fait par le passé, vous avez aussi l'option de 50-50, donc payez 50% maintenant et 50% en boutique pour esquiver aussi les frais de port. Par contre, je crois que c'est un petit peu plus cher l'unité, mais c'est pour couvrir aussi les frais de port et pour faire vivre un petit peu vos boutiques près de chez vous. Donc voilà tout pour Galactic Renaissance, le nouveau projet de Matago et du créateur de Inish, qui devrait faire sa sortie en boutique assez rapidement après l'arrivée du jeu au backer, et c'est certainement un très bon jeu. J'aurais vraiment grand plaisir à le tester parce que Inish, ça fait partie de ces petits jeux sur lesquels je n'ai jamais mis la main, alors que pourtant il est vraiment sur ma wishlist depuis un bon bout de temps. On verra bien ce qui se passe, est-ce que je jouerai à Inish d'abord ou à Galactic Renaissance d'abord, on verra bien. 1340 contributeurs pour l'instant, 7 jours avant la fin de la campagne. Également présenté le 26 mars dernier dans le menu crowdfunding, Raven Manor, un petit jeu à identité secrète, un petit peu façon loup-garou, dans lequel vous allez avoir des illustrations très Sin City-esque si je puis dire, donc très noir et blanc, sauf avec les petites taches de rouge bien sanguinolentes à souhait, et donc vous aurez dans ce jeu 9 personnages jouables qui seront juste là pour essayer de survivre en gros, et un corbeau caché au milieu d'eux qui va chercher à les assassiner potentiellement les uns après les autres. Donc voilà, c'est relativement classique, c'est pas révolutionnaire en termes de gameplay vraisemblablement, mais c'est avec une direction artistique plutôt soignée, pas forcément appréciée par tout le monde, c'est assez clivant malgré tout, d'autant plus qu'ici on a pas mal de personnages anthropomorphiques, là encore c'est un truc qui peut être assez clivant, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous êtes amateur de ce genre de jeu, ça peut être assez sympatoche, il a une allure plutôt pas dégueulasse, et c'est le premier projet de Bears Workshop, pas de version francophone pour l'instant, mais c'est pas diablement difficile non plus en termes de langage à mon avis. 160 contributeurs, 16 000 € d'engrangés, donc ça vient tout juste de financer il y a un jour ou deux, à 7 jours de la fin de la campagne. On reste dans les jeux présentés dans le menu crowdfunding du 26 mars dernier avec Nekojima, projet français qui nous vient de Unfriendly Games. Donc c'est le deuxième projet de Unfriendly Games après un jeu sur les virus, si je me souviens bien, j'ai oublié le titre, donc juste par curiosité on va revenir dessus. Virus War, 169 contributeurs à l'époque, donc c'était pas extraordinaire, et là pourtant Nekojima fait un gros score. Alors toute proportion conservée bien évidemment, hein, comme d'habitude, mais quand même pour un éditeur qui avait fait un tout petit projet préalablement, sortir un projet qui tout de suite fait 1626 contributeurs, c'est quand même du très bon, 7 jours avant la fin de la campagne qui plus est, donc on a encore un peu d'espace pour aller chercher les 2000, et je pense qu'ils vont le faire, 85 000 € d'engrangés, donc on est largement financé, et c'est donc pour rappel toujours un petit jeu qui vient mélanger la dextérité et les jets de dés dans tous les sens. Hein, vous allez jeter des dés, ça va vous donner une zone de l'île des chats, donc au Japon, sur laquelle vous devrez construire des poteaux électriques, connectés les uns et les autres par des petites cordes, et vous devrez aussi faire pendre des petits chatons sur ces dites cordes sans que les cordes d'un pylône, d'un poteau électrique, ne touchent celles d'un autre. Donc c'est relativement simple sur le principe, sauf que dans les faits, comme tout bon jeu de dextérité, ça ne le sera vraisemblablement pas. Donc pour l'instant, il reste 7 jours avant la fin de la campagne comme je vous le disais, et vous voyez ici que vous avez une mention concernant la campagne en français, donc vous pouvez tout à fait vous débrouiller par vous-même pour aller découvrir la campagne en français, il suffira de cliquer ici. On aura aussi 9 stretch goals qui ont été débloqués depuis le début de la campagne, pour une campagne qui vit vraiment très bien. On voit quand même que le nombre de backers progresse vraiment jour après jour de manière assez conséquente. Et j'essaie de trouver maintenant les stretch goals, sauf que je galère parce que j'ai oublié juste avant de checker où ils étaient. Vie de youtubeur. Alors ils sont ici. Donc les stretch goals, donc 1000 €, le jeu est financé, c'est pas vraiment un stretch goals, mais bon, certains aiment le mettre en avant. Ensuite, les chats sont upgradés, ils seront plus épais. Ensuite, on aura le Spot UV Finish, donc la finition en surbrillance sur certains éléments de la couverture du jeu. Ensuite, on aura à 15 000 € les Decorative Waves, donc ces petites vagues qui entourent l'île aux chats. Donc c'est purement visuel, ça n'a aucun autre intérêt que celui-ci, mais ça rajoute une petite couche de deluxification au jeu, et en plus de ça, c'est exclusif à Kickstarter. Ensuite, on aura une petite solution de rangement en carton qui ne sera pas du tout exclusive à Kickstarter pour le coup, donc ce sera plus pratique pour ranger votre jeu. Ça c'est plutôt sympa, même si bon, c'est du carton, c'est relativement basique, mais ça fait le job. Ensuite, on aura aussi des règles imprimées pour l'extension Lazy Cats, donc les chats paresseux, alors que jusqu'à maintenant j'imagine qu'elles étaient uniquement en PDF, mais bon, elles seront imprimées. J'ai envie de dire quand même c'est la moindre des choses d'imprimer la version papier d'une extension quand on en propose une.
Mais bon, là en plus c'est une exclusivité Kickstarter, donc j'imagine que les règles de l'extension pour les boutiques seront uniquement en PDF peut-être. Je ne sais pas. Ensuite, il y a un petit hommage à Calico, donc le jeu de Flat Out Games, qui avait été localisé par Matago si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être, avec ici The Calico Cat, donc que vous pourrez y accrocher ici je pense, ou avec la petite queue éventuellement aussi. Ensuite on a une nouvelle extension qui sera également exclusive à Kickstarter et qui sera intitulée The Tsunami, donc j'imagine que ça viendra foutre pas mal le bordel dans vos plans. Ensuite on aura un nouveau chat, The Tabby Cat, que vous voyez ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre encore? Une version upgradée de la boîte en bois pour la version deluxe du jeu. Et puis pour la suite, on aura peut-être aussi de nouvelles illustrations, un nouveau chat, etc. etc. peut-être avec le Red Cat qui devrait être mis en avant à 90 000 € lorsque ces derniers seront atteints en tout cas. Voilà pour ce qui est de Nekojima, 7 jours avant la fin de la campagne, 1626 contributeurs, 85 000 d'engrangés. Présenté il y a un certain temps, franchement j'ai oublié, ça fait trop longtemps, sur le menu crowdfunding, Summoner Wars pour la saison 2, assuré par Matago sur Game on Tabletop. On est actuellement à 8 jours de la fin de la campagne, qui se terminera donc le 13 avril prochain, et c'était présenté le 22 février, donc ça remonte à février. Si vous cherchez février, vous devrez trouver aussi le passage de présentation de ce jeu sur le menu crowdfunding. Quoi qu'il en soit, Matago qui revient avec la saison 2 de Summon Wars, avec la possibilité en plus de mettre la main sur la saison 1, de faire une sorte de all-in comprenant les deux saisons avec tous les personnages que ça peut intégrer, bien évidemment, un jeu qui là encore jouit d'une plutôt belle cote de réputation et que Matago a remis au goût du jour après avoir connu une sortie d'abord en 2009 puis une réédition en 2021 grâce à Matago. Pour l'instant, le résultat n'est pas si flamboyant que ça honnêtement, avec 380 backers, mais bon, c'est largement financé avec 35 000 € d'engrangés pour l'instant. Il restera donc 8 jours avant la fin de la campagne, bien évidemment, version francophone, évidemment, puisque c'est Matago qui assure une localisation ici. Soulignez d'ailleurs que Matago assure actuellement 2 campagnes en simultané, avec Summoner Wars ici, et puis également Galactic Renaissance sur Kickstarter, donc bravo les gars. On entre dans les jeux auxquels il reste plus d'une semaine avant la fin de la campagne, et donc même si c'est les derniers suivis du menu crowdfunding, on passe sur les stretch goals, on n'en parle pas, et ce sera beaucoup plus rapide. On commence avec Swords Cut the Deck, un jeu qui avait été présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier. C'est un jeu qui est basé sur une licence, une IP comme disent les anglophones, que je ne connaissais pas. Et pour le coup ça marche plutôt bien, notamment parce que c'est un jeu à licence, 1640 backers pour l'instant, j'ai hésité entre backer et contributeur, j'ai failli dire battributeur. 9 jours avant la fin de la campagne, 133 000 € d'engrangés, c'est plutôt un beau résultat pour Matthew Wills pour son premier projet sur Kickstarter, donc à vous de voir si vous aimez les jeux de gestion de main et de Take That. Présenté le 26 mars dernier dans le menu crowdfunding, Forge, un bien joli petit projet que je vous avais présenté donc le 26 mars dernier et dans lequel j'avais exprimé toute ma sympathie à l'égard de ce projet, parce que vraiment c'est un petit projet très sympatoche qui mêle pas mal de petits mécanismes que j'apprécie pas mal, y compris le placement d'ouvriers, y compris dans la gestion de ressources, le tableau building, les contrats, les missions communes et cachées, etc., le set collection, donc bref, pas mal de petits mécanismes que j'aime beaucoup qui intègrent ce jeu donc de Forge, donc pour 55 $ qui plus est, donc c'est pas un jeu extrêmement cher, pour un 4 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes, 14 ans et plus. Pourtant, bon, c'est un petit éditeur, ça peut se justifier aussi par ce biais-là, mais quand même, je pensais que le jeu avait les moyens de faire mieux que ça, même si c'est vrai que pour l'Europe, les frais de port sont pas très amicaux, faut être honnête, mais 264 contributeurs, c'est pas extraordinaire, 9 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, le jeu est financé, vous le voyez, ce n'était pas encore le cas lorsque j'avais présenté le jeu dans le menu crowdfunding, c'est désormais fait avec 11 745 €. Il y a 3 jours à peine, je vous présentais dans le menu crowdfunding du 2 avril Tir na Nog Between Worlds, le nouveau projet de Grand Gamers Guild, qui pour l'instant est financé sur GameFound avec 585 backers, 21 000 € d'engrangés, malgré la grosse compétition qui sévit actuellement sur GameFound. Ne suivez pas mon regard, vous voyez ici de quoi je parle, bien évidemment. Il reste 9 jours avant la fin de ce jeu qui se base sur la mythologie celtique, donc c'est plutôt très classe. C'est pour 1 à 5 joueurs, c'est très classe en termes d'illustration de l'univers, je veux dire, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un jeu relativement classique de set collection et de tableau building, on va dire, mais ça a pas l'air vilain. Pas de version francophone, ceci dit, à se mettre sous la dent durant la campagne. Un jour peut-être, on verra, mais en tout cas, c'est tout pour Tir na Nog Between Worlds.
Présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, Doomlings Overlush, nouvelle extension pour Doomlings, un jeu qui avait fait un énorme résultat lors de sa première campagne sur Kickstarter avec plus de 10 000 contributeurs, alors que ça sortait de nulle part, hein. C'était le premier projet à l'époque de Justus Meyer, et pour l'instant l'extension se porte bien aussi avec près de 5 000 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, 613 000 € d'engrangés, ils en ont mis de partout, sol, plafond, moquette, c'est affreux. Quoi qu'il en soit, ils ont un petit peu retourné Kickstarter, alors que c'est toujours aussi quelconque en réalité en termes de gameplay. Alors certes, c'est très mignon, certes, il y a des jolies petites peluches toutes mignonnes à offrir à vos enfants pour vous excuser vous-même pour vous trouver des excuses de backer un jeu supplémentaire, hein, en réalité, hein, soyons honnêtes, mais on peut avoir des pledges très conséquents assez rapidement. Vous voyez, hein, on a ici un pledge à 199 $ par exemple, bref, ça peut monter assez haut pour un jeu qui, au demeurant, a l'air assez quelconque et dont la direction artistique ne m'attire pas du tout. Bon, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il est sur KS, alors qu'en fait, je l'ai présenté dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier, je ne sais pas pourquoi. Il m'a l'air vieux sur Kickstarter, alors qu'en fait, non. Peut-être parce que le design visuellement est un petit peu vieilli, mais bon, quoi qu'il en soit, Drums of War, 600 contributeurs pour l'instant, 9 jours avant la fin de la campagne, 19 €, c'est un petit jeu très abordable, relativement rapide en plus, hein, pour des parties de 30 minutes en 1 contre 1 ou en solo éventuellement, pour 10 ans et plus, donc relativement accessible qui plus est, et finalement c'est plutôt un beau succès pour ce jeu de confrontation asymétrique entre les humains et les orques. On peut juste éventuellement lui reprocher partiellement que 2 factions dans un jeu de confrontation asymétrique c'est un petit peu léger, mais bon en même temps c'est pas les seuls à le faire, et ça veut pas dire pour autant que le jeu est mauvais, bien loin de là bien évidemment, mais voilà, sachez-le, Drums of War, pas de version française ceci dit. Alors celui-ci, pour le coup, je ne l'avais encore jamais présenté dans le menu crowdfunding, mais je fais une petite incise sur celui-ci avant que la campagne ne se termine, et puis dans le dernier suivi du menu quoi qu'il en arrive. Il s'agit de Unidice, un projet atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, qui pour l'instant a quand même attiré près de 1000 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne, et 145 000 € d'engrangés. Alors oui, vous dites c'est un dé, et avec 1000 contributeurs, on a fait 145 000 €. Oui, parce que c'est un dé assez particulier. C'est un dé tactile qui peut aussi servir de console de jeu, qui peut être aussi utilisé dans les RPG, mais également dans certains jeux de plateau. D'ailleurs, il peut aussi reproduire certains jeux de plateau existants. Bref, c'est un petit peu fou. C'est très innovant. Est-ce que c'est dans le bon sens du terme ou non? À vous d'en décider. Mais en tout cas, c'est assez intriguant. Et ça peut être assez cher aussi. Unidice, c'est son premier projet, d'ailleurs par l'éditeur du même nom. Et ça vient d'Allemagne. Et alors vous allez voir, c'est un jeu, c'est plusieurs jeux en réalité, mais c'est un dé interactif, au lieu qu'il est assez conséquent, il prend une certaine place, et il peut s'enrichir de différents jeux grâce à une application compagnon qui sera disponible sur l'App Store et puis également sur Google Play. Alors vous le voyez, vous pourrez adapter le dé à plusieurs types de fonctions, telles que le simple 4, 5, 6, etc., mais également différents jeux. Vous pourrez aussi interagir avec en le lançant, en tapant dessus, etc., etc. Vous pourrez jouer à différents jeux que vous possédez déjà via le dé. On voit ici Marvel Zombies, Kingdom Death Monster, Nemesis, King of Tokyo par exemple. Il y a tout un tas de jeux qui seront déjà disponibles dans le dé. C'est quand même assez bizarre, je ne sais pas du tout comment ça marche. Et vous pourrez aussi découvrir d'autres jeux exclusifs conçus spécifiquement pour le Unidice, notamment avec des game designers, donc des créateurs de jeux assez célèbres tels que Rainer Knizia par exemple. Donc est-ce qu'on est potentiellement devant the next big thing, comme diraient les anglophones, donc le prochain buzz dans le monde du jeu de société? Personnellement, j'y crois pas, je pense pas que ce sera un truc qui attirera tant de monde que ça, d'autant plus que c'est assez cher, que c'est à mi-chemin entre le jeu vidéo, on va dire, et le jeu de plateau, etc. Bref, c'est un petit peu le cul entre deux chaises, donc je sais pas si ça va vraiment avoir une espèce de caisse de résonance vraiment très retentissante, mais c'est original, c'est innovant, donc c'est intéressant fondamentalement. Et sachez également qu'il y aura aussi une fonction de création, puisque vous pourrez vous munir d'un Developer Kit pour aller développer votre propre ajout, votre propre jeu, mini-jeu dans le Unidice. Vous avez ici quelques-uns des jeux qui seront dans le Unidice de base, tels que Cyber Run par exemple, avec un look très steampunk. Ensuite, Unidice Fantasies par exemple, Dice Poker, Caesar qui sera réalisé par Rainer Knizia justement, House of Influence, etc., etc. Donc il y a beaucoup de jeux qui seront déjà intégrés, et il y en aura d'autres qui viendront s'intégrer au fur et à mesure du développement de ce projet. Donc assez intéressant, assez innovant. Je ne sais pas si ça va plaire à beaucoup de monde, mais en tout cas,
cas, c'est innovant, c'est nouveau, donc forcément c'est assez intéressant. On verra ce que l'avenir réserve à ce projet donc de Unidice, 10 jours avant la fin de la campagne et près de 1000 contributeurs d'engranger pour l'instant à ce stade de la campagne. Présenté le 26 mars et disponible en version francophone puisque c'est un projet français de Devil Pig Games, Heroes of the Pacific Battle of Guadalcanal, je l'ai prononcé un petit peu bizarrement, Battle of Guadalcanal parce que c'est plutôt hispanophone si mes souvenirs sont bons, 947 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne, 94 000 € d'engrangés, donc on va certainement aller dépasser aisément les 150 000 €, peut-être avec 1500 contributeurs environ d'ici la fin de la campagne pour ce jeu de guerre disponible en version française bien évidemment, pour 2 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Voilà pour Heroes of the Pacific. Et on termine ce suivi du menu crowdfunding par un duo de jeux présentés dans le menu crowdfunding du 19 mars dernier. Il s'agit de Point City et Deep Dive. Point City étant le successeur direct de Point Salad, donc Salade 2 points en français, et Deep Dive qui reprend quand même pas mal d'éléments aussi de Deep Sea Adventures par un éditeur japonais. Quoi qu'il en soit, c'est le nouveau projet de Flatout Games que vous connaissez déjà pour de gros projets qui ont fait parler d'eux et qui ont tous maintenant une version francophone, à savoir Calico, Cascadia, Verdant ou le pas encore sorti Fit to Print, qui n'est pas forcément le moins intéressant d'ailleurs, c'est peut-être le deuxième plus intéressant selon mes propres goûts, derrière Cascadia peut-être, mais peut-être ex aequo avec Verdant quand même. Et donc Point City Deep Dive, 2 nouveaux projets pour Flatout Games, y compris donc Point City qui est une sorte de suite spirituelle à Salade 2 points, avec des éléments de gameplay un petit peu différents, un peu plus riches, un tout petit peu plus gamer potentiellement aussi, mais qui ont l'air vraiment très sympa. Et comme d'hab, Flatout Games fait des super résultats avec 7067 contributeurs pour l'instant, 10 jours avant la fin de la campagne et 202 000 € d'engrangés pour des jeux à 19 $ pièce, c'est quand même un super beau résultat. Y avait-il moyen durant la campagne d'aller pledger d'autres jeux de l'éditeur, à savoir Verdant et compagnie? Je ne pense pas, j'ai pas vu ça en add-on éventuellement. C'est dommage, auquel cas, bon, de toute façon vous les retrouverez en boutique, il n'y a pas trop de soucis à se faire, tout comme d'ailleurs Point City et Deep Dive qui arriveront aussi en boutique et en version francophone à terme, pas de soucis à se faire à ce niveau-là. Voilà donc pour Point City et Deep Dive avec un gros résultat, et c'était ma foi le dernier projet de suivi de cette semaine. Et c'était donc mon dernier suivi du menu crowdfunding, mais ne vous inquiétez pas. D'abord, remercie encore une fois à tous pour ceux qui ont suivi le suivi, pour ceux qui ont regardé religieusement semaine après semaine le suivi du menu crowdfunding. Je suis désolé pour ceux qui appréciaient tout particulièrement cette émission. Je sais que vous avez été nombreux à le signaler alors que ma caméra scintille dans tous les sens, dans les commentaires récemment, donc ça m'a fait très plaisir, et en même temps ça m'a fait un petit pincement au cœur de savoir que j'allais vous trahir quelque part en mettant fin à cette émission pour l'instant, mais c'est pour mieux la remplacer par d'autres choses qui nous semblent encore plus intéressantes, et comme je vous l'ai dit il y a 1 ou 2 semaines déjà, je vais vous faire une vidéo dans 1, 2, 3 semaines, je ne sais pas encore précisément quand, dans laquelle je vous montrerai la façon que j'ai de glaner des informations pour les prochains KS, GameFound, etc. J'essaierai de rendre ça aussi pédagogique que possible. Sachez d'ailleurs, avant que je ne le fasse, qu'il y a déjà une vidéo sur le sujet qui avait été réalisée par Martin de la Société de Jeux il y a de ça 2-3 ans, si mes souvenirs sont bons, mais qui était uniquement sur Kickstarter, je crois. Donc là, on sera plus sur Kickstarter, GameFound, même peut-être BackerKit et compagnie. Je verrai si je prends le temps de tout faire. Et puis surtout, la façon que j'ai de aller voir quelles sont les campagnes qui vont arriver, comment gérer le suivi vous-même de votre campagne. Vraiment, c'est pas très compliqué, vous verrez, mais je sais qu'il y avait des commentaires qui disaient qu'ils seraient intéressés par justement ce type de vidéo-là. Donc, je la ferai. Je ne sais pas encore quand, mais je vous la promets, elle sera faite. En tout cas, merci encore à tous de l'avoir suivi jusqu'à présent. On se retrouve de toute façon très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, hein, le menu crowdfunding du dimanche, lui, continue. Pas de souci là-dessus, un jeu continue. C'est juste le suivi qui s'arrête. On se retrouve très prochainement. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine.